sur les réseaux sociaux. Ils sont d'ailleurs très suivis sur Instagram. Leurs vêtements traditionnels pour se faire voir et tenter d'éviter l'effacement rêvé par leur président. Eh ben merci. Marie, est-ce que vous pensez qu'éventuellement Jean-Mathieu Perrin, avec son style, cette élégance toute particulière, pourrait participer à ces défilés de mode? C'est très tendance à Manos, hein, ça vous savez. Hein. Tendance, hein. Bonne chance Jean-Mathieu. Merci Marie, merci à tous mes amis, merci Régis Geoffrey d'avoir passé ce début de soirée avec nous. 500 microfictions, les microfictions 2022 chez Gallimard, c'est à picorer, à déguster nuit et jour. Merci Régis Geoffrey d'être venu participer à cette émission. Dans un instant sur l'antenne d'Arte, on part à Barcelone avec un superbe documentaire sur la Sagrada Familia. Le chef-d'œuvre, toujours inachevé de Gaudi, ce sempiternel problème du BTP et des chantiers en retard. Lundi à 20h05, vous retrouvez Elisabeth Quint. Nous, on se donne rendez-vous samedi prochain à la même heure. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique. Tiens, avec un petit clin d'œil à votre chronique, Marie. Vous nous avez emmenés au Brésil. Eh ben, on va y retourner tout de suite avec Si tu vas à Rio, Dario Moreno. Tchuss. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village caché sous les fleurs sauvages, sur le versant d'un coteau. Politique, internationale, climat, économie, sciences. Votre programme vous a été présenté par l'Express. S'informer pour réussir. Nous sommes en train de finir le sommet de la tour qui sera couronné avec une grande étoile fabriquée en verre et en acier. Toute l'organisation est focalisée sur ce défi, l'un des plus importants de ces dernières années. Sagrada Familia, le défi de Gaudi, c'est dans un instant sur Arte. Tu vas nous dire où se trouve ton or, sinon on te l'arrachera avec ton dernier soupir. Et le bon fils allait devenir un bourreau impitoyable. Je veux retrouver ces bandits. Tu crois que c'est des enfants de cœur que tu cherches? Alors qu'il y a quelqu'un d'autre en vous qui pourrait aimer tous ses frères. Chacun de nous a hérité de nécessaires traditions morales, philosophiques ou religieuses. Ça, c'est des choses que je comprends pas. Steve McQueen dans les bottes de Nevada Smith. Demain à 21h sur Arte. Retrouvez votre programme avec numéro 5, Chanel. Vous prétendez qu'il n'avait jamais parlé de prendre la fuite? Non. C'est un immense plaisir de vous recevoir ici en France. Il a trahi l'Union soviétique. Pas du tout. Il s'agit de danse. Il ne connaît rien à la politique. Je veux ma liberté. Alors dis-toi que ce déplacement pourrait fort bien être le dernier. L'histoire vraie du maître de la danse, Nureyev. Mercredi à 20h55 sur Arte. C'est quoi le truc? Il n'y a aucun truc. Donc vous êtes en train de dire que cette statuette verse des larmes de sang? Vraiment? 9 litres par heure. C'est une énigme pour la science. Mais pour l'Église, c'est un miracle. Tu crois au miracle? Il Miracolo, la série qui ébranle toutes les certitudes. À voir sur arte.tv. Ce programme vous est recommandé par Beaux-Arts Magazine. Barcelone. Le jour se lève sur le plus long chantier de la capitale catalane. Commencée en 1883, la Sagrada Familia est une exception architecturale. Ne serait-ce que pour être une œuvre qui, comme les cathédrales du Moyen-Âge, s'édifie sans compter les années, ni les siècles. À la poursuite du rêve fou et démesuré d'un génie de l'architecture, Antoni Gaudi. Partiellement édifiée du vivant de son créateur, la Sagrada Familia est devenue une aventure artistique et technique pour plusieurs générations d'architectes. Aujourd'hui,
c'est l'achèvement et le couronnement de l'une des 18 tours à 138 mètres de hauteur qui occupent les bâtisseurs. Mais ce chantier en cours n'empêche pas l'édifice d'avoir déjà acquis une notoriété planétaire. C'est là une autre de ses spécificités, être légendaire avant même d'exister complètement. Visitée par 5 millions de touristes chaque année, elle s'est imposée comme le symbole de la ville même de Barcelone. Elle fait irruption au-dessus des toits et impose aux visiteurs l'étourdissante complexité de ses formes. Entremêlant création de la nature et symbolisme chrétien, ces 3 façades racontent la vie de Jésus. Celle de la Nativité, entièrement construite par Gaudi, a déjà été classée au patrimoine mondial de l'humanité. L'intérieur est l'antre d'une immense forêt de colonnes. Comme si, telles des plantes géantes, elles avaient littéralement poussé avant de se figer dans la pierre. De sa création aux dernières constructions, l'histoire de la Sagrada Familia raconte la quête obstinée d'une œuvre qui, depuis 150 ans, défie les lois de l'architecture. Face à cette création aux limites de l'entendement, on peut s'interroger sur l'origine de l'inspiration puissante qui parcourt tout le monument. La Sagrada Familia est un bâtiment hors norme, parce que Gaudi avait conçu de nouveaux systèmes de construction. C'était quelqu'un qui avait une capacité extraordinaire à jouer à la limite, non seulement de la science, mais aussi du goût. Rappelons-nous que nous sommes au 19e siècle, qu'il n'y a pas d'ordinateur. La Sagrada Familia est certainement une énigme. Il a fallu peut-être 120 ans pour que les gens commencent à la comprendre. Gaudi savait qu'il ne finirait pas le monument. Il s'est appliqué à transmettre ses idées sous forme de dessins et surtout de maquettes. Des traces abîmées par le temps, souvent énigmatiques, que les architectes d'aujourd'hui tentent toujours de décrypter. Un immense défi architectural qui impose, pour en comprendre les vraies raisons, de remonter au début de son histoire. Tout commence en 1881, lorsque le très philanthrope Josep Boccabella et son association des dévots de Saint-Joseph décident de construire un temple expiatoire entièrement financé par l'aumône. Érigé en l'honneur de la Sainte Famille et baptisé Sagrada Familia, il devra racheter les péchés d'une Barcelone pervertie par la révolution industrielle. L'association acquiert un terrain dans un quartier encore vierge de nouvelles constructions. Le projet est confié à l'architecte Francesc de Paula del Villar. Il conçoit une église sagement néogothique, selon la mode de l'époque. Quelques mois après le début des travaux, des désaccords éclatent. Francesc del Villar démissionne. C'est finalement Antoni Gaudi, âgé de seulement 31 ans, qui reprend le chantier. Mais pourquoi lui ?
Pour comprendre ce choix qui va profondément bouleverser le monde de l'architecture, il faut se rendre à quelques 50 km au nord de Barcelone. Le monastère de Montserrat est l'un des lieux spirituels et culturels majeurs de la Catalogne. En 1876, Francesc del Villar, le premier architecte de la Sagrada Familia, est chargé d'ajouter une abside à l'église. Les plans du projet ont été retrouvés par hasard, il y a quelques années, par l'archiviste du monastère, Josep Galobar. Et il raconte une part méconnue de l'histoire. Les plans sont signés par Francesc de Paula Villar Lozano, mais nous savons que c'est Antoni Gaudí qui les avait dessinés. Parce que nous avons le manuscrit de Reus, son journal personnel, où on trouve le décompte des heures qu'il a passées à dessiner les plans de Montserrat pour le comte de Villar Lozano. Ce carnet manuscrit est l'un des très rares documents contenant des écrits de la main même de Gaudí. Il révèle en réalité bien davantage qu'un simple emploi du temps. Ce qui est le plus intéressant pour la compréhension de ces plans, ce sont les notes qui concernent directement sa relation avec Villar. Le 30, il écrit « Je dois parler avec Villar pour remplir le vide que ses paroles laissent. Cela le rend peu communicatif avec moi. Et le lendemain, le 31 décembre, j'ai rendu visite au dit monsieur et il semble qu'il n'a aucune idée précise. Je dois lui donner le nécessaire pour la construction de la partie inférieure des 3 absides. » On comprend que Gaudí reproche à Villar son manque d'inspiration. Des critiques qui, 6 ans plus tard, trouvent un écho puissant quand les grands architectes du moment s'en prennent au plan de Villar concernant cette fois la Sagrada Familia. Poussé à la démission, il abandonne quelques fondations et les colonnes inachevées de la crypte. Gaudí apparaît alors comme le candidat idéal pour donner une nouvelle dimension au projet. Et de fait, ce chantier va devenir pour lui un formidable terrain d'expérience, le cadre d'une véritable révolution architecturale. Ce sont d'ailleurs en partie les découpes fantastiques des sommets de Montserrat qui vont lui inspirer la silhouette jaillissante de la Sagrada Familia. Son église, il en fera une montagne, un repère intemporel dans le paysage catalan. Quand il reprend le chantier de la Sagrada Familia en 1883, Gaudí n'est pas un inconnu. Il a déjà fait la preuve de sa grande connaissance de l'architecture, de sa créativité et de son habileté à mélanger les styles. En particulier avec la Casa Vicens. Premier grand chantier de Gaudí à Barcelone, elle témoigne des multiples influences du jeune architecte fraîchement diplômé. Commandée par Manuel Vicens, un riche agent de change, pour en faire sa villa d'été, elle apparaît comme un assemblage libre et joyeux de formes et de motifs empruntés à diverses cultures. On y retrouve en particulier des arcades et des azulejos de l'art mudéjar, issus des traditions musulmanes, des persiennes japonaises, et un dialogue réfléchi avec la nature environnante, comme il l'évoque dans ses écrits. Quand je suis allé prendre les mesures du terrain, il était entièrement recouvert de petites fleurs jaunes, qui sont celles que j'ai adoptées comme thème ornemental de la céramique. Mariant sans complexe naturalisme, modernisme et orientalisme, Gaudí utilise un vaste langage architectural
qui révèle la façon dont s'est forgé son imaginaire. Pour Juan José Lahuerta, qui dirige la chaire Gaudi à l'école polytechnique, il faut s'intéresser aux ouvrages que consultait le jeune étudiant en architecture, quitte à casser un peu le mythe. Gaudí n'est pas un génie qui n'a rien vu, pour qui tout est venu de sa propre inspiration et d'une table rase. Bien au contraire. Gaudí a une grande culture visuelle, essentiellement à travers les livres et les photographies de la bibliothèque de l'école. La vérité est que Gaudí est un personnage qui a très peu voyagé. Il n'était pas très motivé pour aller voir les monuments directement. En ce sens, je pense qu'il est particulièrement moderne, parce qu'il s'intéresse à la connaissance de l'architecture du monde entier, mais à travers les images. Pyramides d'Égypte, architecture indienne, japonaise, chinoise, ce sont les images que Gaudí pouvait consulter à l'école. Et tout cela, lui, il les voit sans se dire qu'il y a des kilomètres et des kilomètres de distance entre les deux images, des cultures complètement différentes, des époques complètement différentes. Et de cette façon, les images s'accumulent jusqu'à ce qu'émerge finalement une architecture originale. Le collage est la technique fondamentale de l'architecture de Gaudí. Il étudie en particulier avec attention les immenses volumes publiés à l'issue des campagnes napoléoniennes en Égypte, et dont on retrouve la trace directe dans son œuvre. Et surtout, ces bains d'Alexandrie, avec une coupole percée de tous ces petits oculi qui s'éclairent et qui donnent finalement l'impression d'un ciel étoilé. Ce que Gaudí a reproduit quelques années plus tard, lorsqu'il a construit le salon central du palais Güell, surmonté par une coupole étoilée. Actuellement, les documents qui se réfèrent à Gaudí font l'objet d'une grande campagne de restauration en vue d'être exposés. En particulier, les projets qu'il réalisa dans le cadre de ses études et qui n'ont donc jamais été construits. Chaque petite partie est comme une œuvre en elle-même. Et ici, il crée toute une fresque murale au niveau de la voûte. C'est impressionnant. Totalement. Très bien. Je le vois en bien meilleur état que ce qu'il était. Oui. En fait, il a fallu minimiser les dégâts qu'il avait subis et faire ce nettoyage. Toute cette zone de ciel a été aussi bien améliorée. Au début, on aurait dit qu'il était délavé et on ne voyait presque rien. C'est vrai. Tout ça, je ne l'avais pas vu avant. C'est très beau, hein? Tous ces projets sont déjà remplis de détails, depuis les détails de style et de langage jusqu'aux détails relevant de l'utilisation de nouveaux matériaux. Par exemple, le fer est utilisé continuellement. Ce ne sont pas des fantaisies d'étudiants sans rapport avec la réalité, mais bien au contraire. À travers ses projets d'étudiants, Gaudí veut intervenir dans la ville de Barcelone. Depuis 1860, Barcelone est en pleine expansion. Face à un exode rural massif, il faut de nouveaux quartiers. Ce sera l'Eixample, qui prolonge la vieille ville selon un plan parfaitement orthogonal. Un urbanisme moderne et rationnel, avide d'une architecture nouvelle, mais aussi de monuments remarquables qui la hisseraient au rang des grandes capitales européennes.
Voici probablement le plus original des projets de Gaudí, une fontaine monumentale sur la Plaça Catalunya. Pour la ville de Barcelone, qui est alors en pleine transformation, il s'agit de décider ce que devrait être son nouveau centre. Pour répondre à cet enjeu, Gaudí décide de présenter le projet d'une fontaine monumentale dans laquelle le matériau principal serait l'eau. Gaudí avait prévu environ 100 mètres de hauteur, ce qui en aurait fait la construction la plus haute de la ville. Et de cette lanterne, l'eau coule à flot et génère ces formes paraboliques qui seront également caractéristiques dans son architecture. C'est dans le cadre de cette ville en pleine métamorphose que Gaudí va donner forme à ses créations les plus fantastiques. Et parmi elles, une église gigantesque qui peu à peu se dessine dans son esprit. Pour trouver la trace de ses premières visions du monument, il faut se référer aux albums de la Sagrada Familia. Publiés à l'époque de Gaudí, ils décrivent le chantier au fur et à mesure de son avancement. Dans le numéro d'avril 1917, le public découvre pour la première fois une représentation du projet dans son ensemble. Et c'est un choc. Ici, nous pouvons ressentir, je dirais, l'extravagance du bâtiment. Et avec toutes ces flèches, et tous ces petits fleurons, et tous ces petits détails, nous avons quelque chose de très inhabituel. Cette tour centrale qui s'élève avec ses 4 grandes tours, qui se transforme en escalier montant en spirale vers les cieux, cela ressemble à une sorte d'utopie. Et bien sûr, c'est une utopie qui est en train de se réaliser. Gaudí sait qu'il ne verra jamais la fin de la cathédrale. C'est impossible. Ce qu'il veut laisser, c'est une partie achevée. Donc il prend juste une façade, la façade de la Nativité, et va droit vers le haut. Et cela lui a pris les 30 dernières années de sa vie. Il y a une photo formidable. La voilà. C'est ce qu'il a vu quand il est mort, ou juste avant sa mort. Ainsi, on saurait pour toujours ce que Gaudí voulait. Il voulait un récit. Il fallait que ce soit une Bible en pierre. À la mort de Gaudí en 1926, et selon ses vœux, on continue de bâtir. Même si cette façade témoin ne fait pas l'unanimité, tout comme l'œuvre de Gaudí dans son ensemble. Le modernisme qu'il incarne est violemment critiqué par certains des mouvements qui lui succèdent. On le caricature dans les journaux. Heureusement, Gaudí a ses disciples. En particulier Domènec Sangrañés i Gras, qui a collaboré avec lui pendant près de 30 ans et qui reprend le chantier jusqu'aux premières détonations de la guerre civile. En 1936, suite à l'élection du Front populaire, les affrontements se multiplient entre les forces de la droite insurgée et les républicains qui s'en prennent aux monuments religieux. La Sagrada Familia échappe aux destructions, mais l'atelier de Gaudí accolé au bâtiment est incendié. Il contenait les dessins et surtout les maquettes qui permettaient jusque-là de poursuivre la construction selon les idées du maître. Le projet est cette fois totalement orphelin. Utilisé pendant plus de 30 ans, l'atelier est sans doute le lieu qui témoigne le mieux de la démarche créative de Gaudí. Peu étudié, il garde encore les secrets des innovations qui ont nourri la Sagrada Familia. Pour y avoir accès, il faut restituer l'endroit dans toutes ses dimensions. C'est l'ambition de Juan José La Huerta et Hubert Nodex, spécialiste de la reconstitution en images de synthèse. Première étape, comprendre la disposition et l'aménagement des lieux grâce aux photos d'époque qui subsistent. C'était une construction très très légère, tout ça. Très très fragile en réalité, non?
Et donc, il a construit tout d'un seul coup ou ça a été successif, la construction des bâtiments? C'était successif. Et d'autre part, cet édifice, c'est pas Gaudí, non? C'était la maison des curés. Mais là, il était au pied, il était directement sur la Sagrada Familia, en fait. Il pouvait travailler. Au vu des documents, l'atelier se révèle ici comme un ensemble de 3 espaces aux fonctions bien distinctes. Là, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la partie, c'est le studio. C'est là où, où il travaillait plutôt sur plan. Et surtout, quand on voit la table, on voit beaucoup d'éléments, des plâtres au fil de fer, tout ça. Il y a une profusion de tout sous toutes ses formes. Il y a de la sculpture, il y a du dessin, il y a de la photo. C'est un lieu de création où il va prendre tous les matériaux. Et l'atelier pour Gaudí, c'était son œuvre, parce que toute la vision de la Sagrada Familia est faite dans l'atelier. D'accord. Et alors dans la partie là où il fait ses maquettes, il y a des éléments aussi en arrière-plan là qui sont pas toujours faciles à identifier. Oui. C'est la sacristie. C'est la sacristie. Mais c'est très tard. C'est la dernière maquette au moment de la mort de Gaudí. Mais les maquettes en plâtre étaient faites dans l'atelier? Oui. Directement sur place? Oui, oui. J'ai vu aussi justement une image, mais c'est sur la troisième partie, c'est la partie magasin des sculptures, là. Il y a cette image-là que je ne connaissais pas, et que je vois que dans la revue, là. Oui, c'est incroyable parce que subitement, on voit tout. C'est la matrice. La caverne. Oui. C'est fantastique, c'est la photo la plus belle, je crois. Il y a toute l'accumulation des plâtres, les corps, comme de la vision de l'enfer, vraiment, non? Parce que ce sont des cadavres. Il s'agit maintenant de transformer toutes ces informations en un modèle numérique de l'atelier. Elle a été faite après. Hubert Nodex et sa collaboratrice Marlène Faure travaillent depuis plusieurs semaines à la résurrection virtuelle de l'endroit. Déjà se révèle la structure extérieure du bâtiment et plusieurs détails qui témoignent de son usage par Gaudí. Je me suis appuyée sur les photos et ça donnerait quelque chose comme ça. Oui, là donc on voit bien la partie studio qui est cette maison-là avec le curieux petit clocheton là dans l'angle. Le clocher. Et ça c'est la partie atelier avec les grandes baies vitrées. Et cette partie bizarre avec le toit ondulé comme ça, du coup ce serait la réserve. Et tu as vu que sur la partie studio, il y a une extension de toit ensuite qui sera intégrée. C'est sur le toit de l'atelier? Sur le toit de l'atelier, oui. Alors je pense que ça va être, c'est peut-être plus central là, tu vois. Voilà, c'est ça. Les poutres devraient rester là et c'est cette partie-là qui est ouverte. Voilà, à mon avis, c'est ça. Donc c'est sur cette photo-là où on voit... Oui, il est en train de s'ouvrir là. Et on voit la maquette. Oui, il y a la nef déjà. Mais en fait, il s'est rendu compte que sa maquette était trop grande. Ouais, c'est ça. Qu'elle dépassait du toit. C'est pour pouvoir construire la partie de plafond de la nef qu'il a fallu construire l'extension de toiture. En réalité, le vrai défi réside à l'intérieur, où s'expose pêle-mêle la multitude des objets accumulés par l'artiste, et qu'il va falloir modéliser un par un. Ça va donner complètement l'ambiance de l'atelier avec tous les objets accumulés. Il faut en rajouter. Regarde. J'ai mis les bons livres, les bonnes couleurs, les bonnes proportions. Et pareil sur le bureau. D'accord. Il y a des papiers journal froissé, il y a des rouleaux, il y a des petits coffrets. Et là, il y a son lunch bag accroché à la lampe, là. Il est maintenant possible de visiter l'atelier tel que Gaudí l'a laissé il y a plus d'un siècle, avant de mourir. Ah oui, c'est assez spectaculaire. On s'y croirait. Alors, il faudra penser à texturer les équerres, là, parce qu'elles sont toujours noires. Oui. Même si c'est un lieu encombré d'artistes,
finalement, c'est un atelier où ça devait pas être désagréable de travailler, en fait. C'est vrai que c'est un atelier qui ne ressemble pas à un cabinet d'architecte. Au contraire, ce que nous voyons dans le lieu de travail de Gaudi, c'est une grotte où sont entassés toutes sortes de matériaux. Sa façon de travailler, c'était de travailler avec ses mains, en mélangeant les matériaux, en trouvant des nouveaux. Cela a beaucoup à voir avec le travail du bricoleur, qui trouve toujours ce dont il a besoin pour ce qu'il veut faire. Dans son esprit, il n'y a pas de différence entre la structure et l'ornement. Il n'y a pas de différence entre les matériaux. L'architecture ne peut être comprise que comme la conjonction de tous ces éléments. C'est dans ce creuset de forme et de matière que se façonne peu à peu la Sagrada Familia. Et tout d'abord au travers de maquettes en plâtre. Molt més gruixut per aquí, Vull molt més gruix per aquí, tot això. D'acord? La construcció de la maqueta del temple no és un caprici. Això ens ajudarà a entendre i millorar els problemes que ens aniran sorgint. Les meves idees són d'una lògica indiscutible. El que no entenc és com no han estat mai aplicades abans. I hagi de ser jo el primer en fer-ho. Això seria l'única cosa que em faria vacilar. Pour les successeurs, le défi est complexe. Afin de construire la Sagrada Familia, il faut d'abord reconstruire les modèles en plâtre élaborés par Gaudi. À la reprise du chantier, dans les années 1950, on s'attaque à cette mémoire morcelée. Ici, nous avons toutes les archives des moulages. Et à partir d'ici, il n'y a que des pièces originales de Gaudi. Elles ont été brisées. Il y en a des plus grosses, mais la plupart sont petites. C'est comme un énorme puzzle. Elles sont toutes très intéressantes parce qu'elles ont servi à la construction. Près de 10 000 fragments des maquettes originales de Gaudi qu'il a fallu identifier un à un avant de les réassembler et de les réintégrer dans le projet global. Aujourd'hui, ce processus de reconstitution passe par des modèles virtuels. Ils permettent sur écran de compléter les parties manquantes et de réaliser ensuite des maquettes extrêmement précises du monument. Comme à l'époque de Gaudi, la Sagrada Familia se matérialise dans l'espace de l'atelier avant construction. Ce qu'on a fait d'abord, avec toute l'équipe, c'est d'étudier les maquettes en profondeur, ainsi que les géométries qu'il utilisait dans les maquettes, les lois, la grammaire de génération de la forme, pour pouvoir les appliquer à d'autres parties similaires. Des maquettes en plâtre aux images de synthèse, le monument se révèle ainsi que Gaudi l'imaginait. Défi architectural tout en hauteur, digne des plus hautes constructions gothiques d'Europe. Gaudi cherchait la verticalité, la sveltesse, la légèreté, qu'apporterait également la lumière. Il voulait que la lumière entre par toutes les façades et par les voûtes des nefs. Et que les structures des tours et de l'intérieur montent vers le haut pour donner une sensation d'élévation spirituelle aussi.
Et pourtant, il n'a pas besoin de contreforts à l'extérieur. Ce sont les améliorations du gothique, comme le disait Gaudí lui-même. Doncs el que farem és treure els arbotants i els botarells. Però què dius? Com ho vols fer, això? Mira, l'art gòtic és imperfecte. És a mig resoldre. És l'estil del compàs, la tònica de la repetició industrial. La seva estabilitat es basa en l'apuntalament constant de botarells. És un cos defectuós que s'aguanta amb crosses. Amb crosses? Sí, amb crosses. A veure... Mira, tu saps que a mi em van demanar que anés a la catedral de Mallorca? Sí, la conec, és molt interessant. Si Gaudí se permet de remettre en cause le principe des contreforts pour les monuments gothiques, c'est qu'il en a une connaissance savante. Il est même considéré comme un spécialiste du gothique catalan. Cette réputation lui vaut en 1904 d'être chargé de restaurer la cathédrale de Palma de Majorque aux Baléares. L'édifice est colossal et se mesure aux plus grandes cathédrales européennes. Mais il est sombre, mal agencé et a été récemment ébranlé par un tremblement de terre. Gaudí doit s'assurer de sa stabilité, mais aussi entreprendre la réfection de l'aménagement intérieur. L'historienne Mercè Gambús-Saiz a récemment retrouvé dans les archives de la cathédrale des plans inédits qui décrivent la nature du projet. Il y avait tout un projet de remodelage de l'intérieur. Et ici, ce sont donc les plans qu'on a retrouvés. On voit déjà clairement que le projet était de déménager le chœur de la nef centrale au chevet de la cathédrale. C'est donc, d'une certaine manière, une redistribution des espaces. En réalité, il s'agit d'une spectaculaire mise en scène du chœur de la cathédrale. Quelques rares photos d'époque témoignent de l'ampleur des travaux. Cette première photographie est celle qui nous indique la position du chœur au milieu de la nef centrale. À partir de là, on voit déjà le processus de démontage du chœur. Et ici, tout l'espace presque propre sur lequel interviendra Gaudí. En plus de recycler nombre des éléments antérieurs dans son nouveau décor, Gaudí enrichit l'espace de structures originales. Profitant de l'arrivée toute récente de l'électricité, il déploie des couronnes de lumière et multiplie les illuminations brandies par des candélabres en fer forgé. Il repense aussi la décoration des murs, confiant à son ami Josep Maria Jujol le soin de mettre en œuvre ses idées, dont certaines, non réalisées, demeurent ici à l'état de dessin. Mais, pour Gaudí, cette confrontation avec le gothique va plus loin. Elle lui permet de plonger au cœur des forces qui le traversent et d'en percevoir les limites. C'est son collaborateur, Juan Rubio, qui se charge de réaliser une véritable autopsie de la cathédrale et vérifier sa stabilité. Le travail de l'architecte Rubio, en tant que spécialiste des structures, a servi de guide à toute l'œuvre de Gaudí, tout au long de son intervention. En réalité, ce qu'il démontre, c'est que l'architecture de la cathédrale de Majorque est à la limite des principes de construction du gothique. Une limite que Gaudí va s'employer à dépasser. Il veut bâtir aussi grand, aussi haut, sans avoir recours à ses béquilles ainsi qu'il nomme les contreforts. Mais alors, quel est le secret de la Sagrada Familia dont la nef culmine à près de 70 mètres au niveau de l'abside et qui n'est soutenue par aucune béquille? Pour le découvrir, il faut s'intéresser à l'une des œuvres de Gaudí les moins connues en périphérie de Barcelone. Nous sommes à la colonie Güell, cité ouvrière fondée à la fin du XIXe siècle par le riche industriel Eusebio Güell afin d'y loger les employés de ses usines.
Parmi les premiers ouvriers qu'il y a eu dans cette colonie, on peut compter mes arrière-grands-parents. Ici vécurent jusqu'à 1200 personnes et il y avait quelques 300 maisons. C'était une manière de bien les traiter d'un côté, mais aussi de les contrôler pour qu'il n'y ait pas de conflits sociaux. Un projet profondément paternaliste qui intègre dans son architecture les créations modernistes de l'époque, dont une église commandée à Antonio Gaudí. À l'origine, cette crypte devait soutenir un édifice à 5 nefs. Inachevée, elle laisse un univers étrange, où les formes ondulent, où les fenêtres jaillissent des façades, où les piliers sont inclinés et se transforment en palmiers. Une expérience architecturale unique et fondamentale que Gaudí peut tenter ici grâce à la relation privilégiée qu'il entretient avec son mécène. Comme d'autres, Eusebio Güell a profité de l'essor nouveau de la ville et s'est bâti une fortune dans l'industrie du textile. Il appartient à cette bourgeoisie qui veut renouer avec une identité longtemps étouffée par le centralisme politique de Madrid. Il voit en Gaudí un homme capable de réinterpréter les traditions et les mythes du peuple catalan pour les moderniser. Leur collaboration commence en 1884 avec les pavillons de la résidence secondaire de l'industriel, la Finca Güell. Dans la foulée, en 1886, Eusebio Güell lui confie la construction de son palais à proximité de la prestigieuse avenue des Ramblas. Gaudí y donne libre cours à ses audaces et travaille l'aménagement intérieur et les décors jusqu'au moindre détail. Quelques années plus tard, Eusebio Güell lui donne carte blanche pour construire l'église de sa colonie. Gaudí va mettre ici en œuvre ses dernières innovations architecturales. C'est une église vraiment singulière. Ici, toutes les colonnes sont inclinées parce qu'elles suivent la direction de la force, de la charge qu'elles doivent supporter du niveau supérieur. C'est une structure autoporteuse grâce aux formes paraboliques et aux arcs caténaires. Les arcs caténaires, ou le fait qu'une chaînette suspendue dessine une forme qui répartit naturellement les charges entre les maillons de la chaîne. Inversée et matérialisée dans la brique, l'arche est autoporteuse. Gaudí a inventé un procédé qui complétait les calculs de la structure. Il utilisait une maquette formée par des ficelles, au bout desquelles pendaient des petits sacs de grenaille de plomb, avec un poids proportionnel à celui que devait supporter l'arc de la voûte. Gaudí va ainsi construire à l'envers toute la structure de son église. Le résultat, c'est cette étrange suspension de cordelettes et de poids qui reproduit le système des forces et détermine la bonne inclinaison des colonnes. Une fois retournée, elle dessine un édifice capable de monter à plus de 40 mètres, sans l'aide de contreforts ni d'arc-boutants. C'est en suivant le même principe que Gaudí conçoit la forme des colonnes de sa grande œuvre. Et il en réalise une gigantesque maquette à l'échelle du 1/10 qui nécessite d'aménager un nouvel espace sur le toit de l'atelier.
Ordeneu tot això, sisplau, i la columna també. L'estructura que tindrà la Sagrada Família la vaig provar primer a la colònia Güell. Sense aquest assaig previ no m'hagués atrevit a adoptar-la pel temple. Porta'm l'escaire. Les columnes de la Sagrada Família segueixen un eix de forces, que és la seva trajectòria cap al seu equilibri. Per resoldre els problemes en la forma i en la construcció, m'he basat en la natura. C'est cette même maquette, restaurée et complétée, qui guidera les architectes pour la construction des différentes nefs de la Sagrada Familia. Portée par une forêt de colonnes arborescentes, la nef principale déploie ses voûtes à 45 mètres de hauteur, survole le transept à 60 mètres du sol et s'élève à 75 mètres en atteignant l'abside. Le tout sans contrefort extérieur. Un cas unique au monde. Le rêve fou de Gaudi réalisé. Non sans difficulté. Commencée en 1997, la construction des parties principales de la nef va durer près de 15 ans. Très vite, on prend conscience de l'extrême complexité des formes imaginées par Gaudi dans l'antre de son atelier. Ces étranges assemblages de surface se révèlent tout simplement inconcevables par les outils informatiques utilisés à l'époque. On fait alors appel à un architecte-chercheur australien, Mark Burry, pour décrypter la géométrie complexe de la nef. La chose étonnante que Gaudi a réussi à faire est de trouver un moyen de décrire ces surfaces. Le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment expliqué comment nous devions mettre cela en pratique. J'étais en quelque sorte chargé de trouver la meilleure technologie disponible dans le monde pour jouer avec la géométrie. Aucun des logiciels d'architecture n'a été d'une quelconque utilité. C'est pourquoi nous avons fini par nous intéresser à d'autres programmes de conception, comme ceux utilisés pour les avions et les bateaux. Je prenais des parties de l'édifice que Gaudi avait lui-même imaginé, même si les maquettes étaient brisées, pour ensuite les rétro-concevoir, c'est-à-dire en retrouver les principes. Mark Burry est ainsi parvenu à extraire une à une les formes élémentaires qui constituent l'alphabet architectural de Gaudi. Ici, vous voyez les trois surfaces doublement régies. La révolution hyperboloïde d'une feuille, le paraboloïde hyperbolique et le plan triangulaire. Et la nef entière a été élaborée en utilisant cette combinaison. On ignore comment Gaudi aurait procédé techniquement pour aboutir à ce résultat. On sait en revanche qu'il avait imaginé ces formes inédites pour des raisons à la fois structurelles et esthétiques. Bon dia, Josep. Gràcies. És per aquesta llum, que les voltes seran paraboloides hiperbòlics, perquè tenen unes condicions acústiques molt bones i perquè reparteixen la llum per tot arreu. Aquest arbre tan proper al meu obrador, aquest és el meu mestre. Tot està escrit en el gran llibre de la natura. De primer, les columnes foren arbres, i després els capitells s'ornaren amb fulles. Aquesta és una explicació més de l'estructura de la Sagrada Família.
Aquest és el gran llegat que Déu ens ha deixat. Tout au long de sa vie, Gaudi va largement s'inspirer des formes créées par la nature. Cette fascination, il la cultive en réalité depuis l'enfance. Souffrant de rhumatisme, le petit Antonio joue peu avec les autres enfants. Au village de Ruidoms, où son père travaille comme chaudronnier, il préfère observer la nature. Il développe ainsi un regard à la fois analytique et artistique qu'il va réinvestir dans son architecture. C'est surtout à partir des années 1900 que les références à la nature s'imposent le plus fortement dans ses constructions. En particulier au travers des demeures que Gaudi réalise pour certaines des plus riches familles de Barcelone. Une nature transformée, fantasmée, mais dont on retrouve les références dans ses paysages proches de sa terre natale, et où il aime revenir régulièrement comme pour y retrouver l'essence de ses créations. Paula Santamaria et Josep Pedret habitent la région et sont habitués des excursions sur ces sentiers. C'est là, en montant vers le col de la Desenrocada, qu'ils ont remarqué ces formes étranges, sculptées par le vent et la pluie dans le grès rouge des montagnes. Du fait d'avoir étudié Gaudi, de le connaître, de connaître ses formes, ça a tout de suite attiré notre attention. C'était presque comme une impression de déjà-vu. Comme se dire, punaise, moi ces formes je les connais, et je les vois là. Ici, c'est là où la vue est la meilleure. On a une vue fantastique. C'est impressionnant. Ça saute aux yeux. Si on regarde par là, oui, voyons, on verra parfaitement les ressemblances. Regarde. On a l'image de la Pedrera. On a les ondulations du bâtiment. Là-haut aussi, on a comme les deux rochers qui sont là-bas. Ici, on voit se dessiner la porte. Des similitudes qui concernent certaines des œuvres les plus connues de l'architecte. Ici, la Casa Mila, surnommée la Pedrera, que Gaudi construit en 1910 pour un riche promoteur immobilier. Sa façade s'apparente à une gigantesque sculpture travaillée dans la pierre. Véritable forteresse gardée par des guerriers cheminés qui peuplent le toit-terrasse. Et dont, à nouveau, on retrouve l'esquisse taillée au flanc de la montagne. On a trouvé beaucoup de détails qui nous faisaient penser. Ce n'est pas possible que ce soit un hasard. Antoni Gaudi s'est vraiment inspiré de cet endroit. Montre-moi la photo de la Casa Bayo. Voilà, exactement. Ici, il y a le balcon principal de la Casa Bayo. On a vraiment ces structures hyperboliques. Il y a une grande ressemblance. La Casa Bayo, un hôtel particulier construit en 1906 pour Joseph Bayo, un riche industriel, et où Gaudi laisse libre cours à son imagination. Semblant jaillir des profondeurs marines, le dos d'un dragon vient coiffer la demeure et se fait le gardien d'un monde aquatique.
On y pénètre grâce à 2 patios tapissés d'un dégradé de céramique. La maison est traversée d'un escalier en vertèbre de baleine. Il mène à des pièces où tout est courbe, vague et ondulation. Gaudi était donc bien un homme de son temps. Et dans les années 1870, à travers l'Europe, il y avait la naissance d'un nouveau style, l'art nouveau, le premier style international. Mais ici, en Catalogne, il y avait un style particulier appelé modernista. Et il y avait de grands architectes qui travaillaient, dont certains connaissaient très bien Gaudi. Puig i Cadafalch, Luis Domènech i Montaner. Pour eux, la renaissance de la nation arrivait en même temps que la renaissance d'un style. Il s'agit de verre, il s'agit de fer, il s'agit d'amener la nature dans la ville, avec cette utilisation du vitrail illustrant la campagne. Et Gaudi dépasse très vite ce style. Je veux dire, Gaudi devient Gaudi et fait quelque chose qui commence à être unique. C'est là toute la différence entre lui et les autres architectes de l'époque. C'est sans doute la façade de la Nativité qui témoigne le mieux de sa singularité. Commencée en 1893, elle présente un ensemble unique de sculptures que l'artiste a conçues en même temps que le plan de son église. Une ode à la faune et à la flore de la Méditerranée. Dans ce décor luxuriant, Gaudi développe le récit de la naissance et de l'enfance du Christ. Une mise en scène des mouvements et des émotions qu'il voulait la plus réaliste possible. Pour cela, il avait recours à des moulages, dont certains des exemplaires subsistent aujourd'hui. Exceptionnellement sorti des réserves à la faveur d'une exposition, il témoigne de sa méthode de travail. Ces moulages en plâtre de différents corps féminins, masculins, d'enfants aussi, tout cela, Gaudi l'avait dans l'atelier. Et normalement, ils étaient accrochés avec des fils de fer. Et là, on voit la trace. On voit encore la rouille qui a attaqué le plâtre. Il les prenait lorsqu'il en avait besoin. Ils étaient utilisés en tant que modèles pour pouvoir travailler avec d'autres matériaux que le plâtre. Les créatures les plus diverses vont se succéder dans son atelier, comme l'explique le sculpteur Llorenç Matamala, qui réalisait ensuite les œuvres en pierre. Me n'ha fet embalar d'animals morts, de tota mena. Des d'ocells fins a reptils i sense oblidar les granotes i els gripaus. Ara bé, l'ase, el de l'escena de la fugida d'Egipte, aquell era viu. Per poder-lo embalar, al Gaudí se li va ocórrer de demanar que l'alcessin pel ventre. Aleshores l'animal allà, penjat, amb les 4 potes en l'aire, espavorit, es va quedar immòbil. I així el vam poder emmullar sense cap problema. Nens, home! On tens el braç? Com l'ase. Ostres, ha quedat molt bé. Nano, recollem tot això que ara obrirem, eh? Passa, passa, vine. Representar un objecte fictici és una bogeria. Fes-me cas, Llorenç. La decadència comença quan l'ésser humà deixa d'observar la natura. Sí, sí.
En tot cas, no sé on no hem posat el braç aquest. Allà. El braç del guerrer d'Herodes. Perfecte, Llorenç. Bé, anem. Pour les animaux comme pour les hommes, Gaudi est en quête de cette vérité naturelle. Il recherche pour chacune de ses sculptures l'individu qui pourra lui donner son visage. Nous avons ici une petite collection de photographies des personnes qui ont posé comme modèle pour les sculptures de la Sagrada Familia. Chez Gaudi, la photographie est présente dès les premières années de son activité. Ce qui est curieux avec ces images, c'est que dans certains cas, nous connaissons même l'identité des personnes qui ont posé pour les sculpteurs de la Sagrada Familia. Par exemple, qui était cet homme? Dans ce cas, il s'agit de M. Colominas, qui avait posé pour la figure de l'apôtre Barnabé. Ce que racontent ces petits résumés au dos, c'est qu'il s'agissait souvent de personnes qui passaient dans la rue. Par exemple, ici un mendiant, un vagabond, qui a posé pour des modèles de sculpture en échange d'une petite compensation financière. Voici 5 autres clichés. C'est un type de physionomie très caractéristique, très spécial. Nous savons qu'il était employé dans une boutique juste en face de la Sagrada Familia et qu'il a été embauché sur place. Et celle-ci, qui est l'un des modèles les plus significatifs, car c'est lui qui a posé pour la figure de Saint Joseph. C'est indiqué qu'il s'appelait José Riera, et curieusement, il était charpentier, comme Joseph. Cette quête du réel, Gaudi la pousse jusqu'au moindre détail. Ainsi, quand il découvre que le modèle choisi pour le guerrier d'Hérode possède 6 orteils, il insiste pour qu'on les représente fidèlement. Pour lui, cette anomalie incarne le mal, la monstruosité d'Hérode ordonnant le massacre des enfants de Bethléem. El tercer que faig, eh? 3, n'has fet? Sí. Bueno, diuen a la tercera va la vençuda. Aquest serà el bo. A veure. Aquí està. Bé. I ara aquí el cop de gràcia. Aquí. Anem bé. Nano, vine cap aquí, té. Cuidado, que ha de tornar a servir. Nen. A veure. Ara. Oh, perfecte. El sisè dit. El sisè dit. Molt bona idea. No m'ho acabava de creure, Pensa que la tècnica de l'amollatge ja la utilitzaven els grans mestres grecs. I els florentins. Sí, i alguns escultors molt notables, amics meus. Gràcies, Toni. No entenc per res aquest menyspreu a l'amollat. Sí, ho trobo patètic. A tots els tallers i obradors d'escultors hi ha amollats de mans, peus i genolls. Ignorants. Sí. Aquest ha sortit perfecte. Molt bé. Déu-n'hi-do. En perpétuelle recherche de la juste position des corps,
il suspend des squelettes dans son atelier. Il photographie ses modèles devant des miroirs afin de multiplier les points de vue. Il fait hisser les essais en plâtre sur la façade de la Nativité afin de juger des déformations dues à la perspective et pouvoir les rectifier. Au final, un tableau foisonnant, vivant et presque complet. À la mort de Gaudi, en effet, il lui manque encore quelques statues et ses 3 portes. Alors comment l'achever sans en briser la cohérence? C'est un sculpteur japonais qui va répondre à la question et combler les vides. Fasciné par le monument, Etsuro Soto commence à y travailler en 1978 et se consacre d'abord à réaliser certaines des statues manquantes, suivant le programme et surtout l'esprit initié par Gaudi. Ce sont les anges musiciens qui surplombent le portail central. C'est vraiment difficile de comprendre Gaudi, mais j'ai essayé. Comme Gaudi, j'ai cherché des modèles. J'ai tout fait avec les mêmes méthodes. Par exemple, l'ange au violon avait vraiment un visage angélique. Ça, c'est le modèle de l'ange à la harpe. On a vraiment eu du mal à trouver quelqu'un. Pour mieux partager l'inspiration qui guidait Gaudi, Etsuro Soto va jusqu'à se convertir au catholicisme. Toutes les choses que j'ai faites au cours de ces 42 dernières années à la Sagrada Familia, c'était comme une première rencontre avec Gaudi sans cesse renouvelée. Chaque sculpture que j'ai faite m'a fait découvrir des choses sur Gaudi et m'a rapproché de lui à petits pas. Au début des années 2000, Etsuro Soto se voit confier la réalisation des 3 grandes portes de la façade de la Nativité. Cette fois, il ne s'agit plus de compléter un programme préexistant, mais de prolonger l'œuvre d'une nouvelle création. Ce sera un hommage à la nature tout à fait personnel, mais parfaitement fidèle à la pensée de Gaudi. J'ai hâte de voir ça. On y est presque. Assisté par la sculpteuse Shio Otake, l'artiste fait d'abord modeler dans la terre un lit de feuilles enchevêtrées. Longue et méticuleuse opération permettant la réalisation d'un moulage en plâtre qui servira ensuite à couler les portes dans le bronze. Une de faite. Bon, il y a des petits détails, mais c'est bien. L'installation des portes en 2014 et 2015 marque la fin du chantier de la façade de la Nativité, plus d'1 siècle après le début des travaux. L'opération a lieu de nuit, avant l'arrivée des visiteurs. Au début, c'était un peu bloqué. Après, on a pu la redresser. Parce que la porte est très ajustée. Imaginez comme de grands tableaux de 7 mètres de haut, les portes enracinent la basilique dans une nature luxuriante.
En Occident, la nature est domptée au bénéfice de la civilisation. Elle est considérée comme une ressource. En Orient, surtout au Japon, on vit avec des tsunamis, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut dompter. Gaudi n'est jamais allé en Asie, encore moins au Japon. Et pourtant, sa pensée est très similaire à la pensée japonaise dans son rapport à la nature. Grâce au travail de son disciple japonais, la façade de la Nativité est entrée dans l'histoire, tout entière baignée de l'esprit de son créateur. Mais qu'en est-il des deux autres façades qui complètent le récit de la vie de Jésus? Les informations laissées par Gaudi sont ici plus parcellaires. Une simple photo de maquette pour la façade de la gloire, consacrée à l'ascension du Christ. L'image ne donne aucune indication sur le programme décoratif, mais Gaudi l'aurait décrit à ses collaborateurs. Le chantier est pour l'instant à l'arrêt. La façade de la Passion, elle, a été réalisée d'après une autre photo de maquette sur laquelle l'architecte a redessiné certaines parties à la peinture blanche. Elle montre l'emplacement d'un certain nombre de statues censées raconter la mort de Jésus. Restait à trouver le sculpteur capable d'interpréter un tel programme, avec toujours cet embarras quant à la façon de succéder à l'artiste Gaudi. En 1986, on décide de faire appel au sculpteur catalan Josep Maria Subirachs. Il y consacrera 20 ans de sa vie. Cela représente un nouveau moment dans l'histoire de la Sagrada Familia. C'est la première fois qu'on passe commande à un artiste sans que son œuvre soit obligée d'imiter de façon précise l'œuvre de Gaudi. On m'a octroyé une liberté totale de sorte que mon œuvre sera totalement personnelle. Résultat, une centaine de sculptures empreintes d'expressionnisme, bien loin du naturalisme cher à Gaudi et qui créent la polémique. Les détracteurs parlent de trahison, affirment qu'il aurait fallu respecter le style de la seule façade réalisée par le maître. Les défenseurs rétorquent que Subirachs a parfaitement exprimé la douleur et la violence dont sont empreints les 2 derniers jours de la vie du Christ. Les vieux conflits ressurgissent et démontrent à quel point la Sagrada Familia cristallise les passions. Qu'en aurait pensé Gaudi? Les conversations rapportées par son ami et architecte Joan Bergos donnent une forme de réponse à cette question. L'actual façana de la Passió la vaig projectar des del dolor, el 1911, quan estava malalt a Puigcerdà. I on vaig arribar a estar tan greu que un dia, en un bany, la persona que em subjectava va dir en veu baixa: "Ha mort." La convalescència fou tan llarga que vaig tenir temps d'estudiar, dissenyar i meditar l'esmentat portal. En contrast amb el del naixement, ornamentat, decorat i turgent, la façana de la mort és dura, seca, com feta d'ossos. No faré cap maqueta, perquè totalment resolta en paraboloides hiperbòlics, perfectament entrellaçats, està llesta per fer quan la construïm. I si aquest moment no arriba? Bé,
Ja sé que alguns dels arquitectes que em succeiran influiran en l'obra i això no em molesta pas. Al contrari, crec que pot ser beneficiós pel temple. Serà com marcar el pas del temps, tot guardant la unitat del projecte. Inscrivant son œuvre dans la durée, comme les cathédrales du Moyen-Âge, Gaudi délivre implicitement un permis d'inventer à ses successeurs qui se confrontent aujourd'hui à l'achèvement des tours. Sur les 18 prévus par Gaudi, il en reste 10 en chantier. En particulier les 4 tours des évangélistes, celle de la Vierge Marie et la tour centrale de Jésus-Christ, qui culminera à près de 170 mètres. Pour Gaudi, défier les lois de la pesanteur était partie intégrante du projet. Gaudi avait une grande ambition pour le bâtiment. Et je pense que cela se reflétait dans la hauteur de la construction. Il s'agit d'une hauteur fixe très précise. Elle est de 170 mètres, juste un peu moins haute que Montjuïc. Et pourquoi serait-elle moins haute? Parce que c'est l'humilité face à Dieu. Cette colline qui domine l'ancienne ville et le vieux port aurait en effet servi de limite aux ambitions de l'architecte afin, comme il le disait, de ne rien créer qui serait plus haut que l'œuvre de Dieu. Ce qui n'empêche pas Gaudi de vouloir rivaliser avec les autres constructions édifiées au nom du même Seigneur. Pour le vérifier, il suffit d'ouvrir l'album de la Sagrada Familia, publié en 1917. Ici, nous voyons qu'il compare la Sagrada Familia avec Chartres ou Reims, ou les grandes cathédrales de l'Île-de-France, où est né le style gothique. Et bien sûr, Saint-Pierre de Rome avec le dôme. Et vous pouvez voir que le dôme est vraiment dominé par la haute tour de la Sagrada Familia. Très conscient de battre un record de hauteur, Gaudi veut surtout faire de sa construction un grand vaisseau chargé de messages. En témoigne justement ce bataillon de tours qui se dresse dans le ciel de Barcelone à la façon d'une garde de pierre. Elles trouvent leur origine dans certains des projets non réalisés de Gaudi. Nous pensons à la Sagrada Familia, bien sûr, comme étant complètement unique, mais elle ne l'est pas. Elle fait partie d'une famille de bâtiments sur laquelle travaillait Gaudi, et nombre de ses recherches pour un bâtiment se répercutaient sur l'autre. Et il y avait 2 projets utopiques qui n'ont jamais été terminés. Il y a une tour d'habitation pour New York, et il y a aussi un croquis, mais un croquis qui est vraiment intéressant parce qu'il ressemble beaucoup à la Sagrada Familia d'aujourd'hui. Et nous savons qu'il y avait des enjeux importants dans l'idée de réaliser ce projet. Il s'agissait de la mission franciscaine de Tanger au Maroc. Dessinée comme une forteresse, cette église en terre d'islam est un projet majeur pour Gaudi. No tapis el dibuix. Saps què és, això? Aquesta és la casa de les missions franciscanes de Tànger, que ell dibuixà durant un viatge a Tànger amb el marquès de Comillas. L'edifici central és la capella, i els seus campanars són quasi els mateixos que seran dreçats a la Sagrada Família. Ce n'est pas un hasard s'il récupère cette même forme pour la Sagrada Familia. Le projet de Tanger va prendre en effet une valeur éminemment symbolique quand, quelques années plus tard, l'église catalane sera attaquée de plein fouet. En 1909, Madrid ordonne une mobilisation des Barcelonais pour aller rétablir l'ordre au Maroc. Mais le peuple se révolte et s'en prend aux institutions religieuses qui soutiennent le pouvoir central. Très vite, cela se transforme en une émeute qui se transforme en une tempête de feu. Et pendant toute la semaine que l'on a appelée la semaine tragique, la Semana Trágica, plus de 40 monastères sont incendiés.
On profane des tombes de nonnes, on sort des corps dans la rue et on danse avec des squelettes. C'est le chaos total. Et Gaudi est sur la colline où il vit, regardant cette ville en feu. Et pour lui, bien sûr, c'était cela la raison principale pour laquelle la Sagrada Familia devait exister. Payer pour les péchés. Dès lors, la Sagrada Familia prend tout son sens et devient réellement pour son créateur un temple expiatoire, c'est-à-dire une église destinée à expier les péchés de la Barcelone violente. Ces tours se dresseront au-dessus des toits de la ville pour défendre l'église contre les anticléricaux. Une symbolique que Gaudi a voulu inscrire dans son œuvre dès l'origine, comme en témoignent certains détails cachés des sculptures. Le portail du rosaire sur le côté droit de la façade de la Nativité est un petit espace que Gaudi tenait à achever de son vivant pour en faire un exemple à suivre. Débordant de sculptures, il contient en particulier une représentation très politique de la tentation, et où le mal s'apparente à cette violence générée par une société à la dérive. On y découvre un ouvrier à qui le démon tend une bombe dite Orsini. Cette même bombe que l'anarchiste Santiago Salvador lança en 1892 au Grand Théâtre de Liceu, faisant une vingtaine de morts. Les événements de la semaine tragique ont profondément affecté Gaudi. Dorénavant, il refuse tous les autres projets. La Sagrada Familia devient pour lui un sacerdoce. Els meus amics són morts. No tinc família, ni clients, ni fortuna, ni res. Així doncs, em puc dedicar totalment al temple. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Barcelone, bien qu'en zone neutre, connaît une grande récession économique. Il n'y a plus d'argent. Gaudi est obligé de faire du porte-à-porte pour financer le chantier. La Sagrada Familia est rebaptisée la cathédrale des pauvres. Gaudi consacre le reste de sa vie, surtout les 12 dernières années, à la conception des parties très importantes et représentatives de l'ensemble dans des modèles en plâtre de grande dimension. Mais les tours centrales, il les dessine seulement sous forme de croquis dans les plans d'ensemble. Étrangement, en effet, Gaudi laisse peu d'indications sur ce qui constitue pourtant le plus spectaculaire jaillissement du monument. 6 tours aux formes et aux décors énigmatiques. Alors, où trouver les informations nécessaires à leur construction? C'est un petit édifice en apparence marginale qui va apporter la réponse. Gaudi conçoit un élément très important qui est la sacristie. La sacristie, c'est une coupole parabolique de 40 mètres de hauteur, dont Gaudi nous a laissé une maquette à échelle 1/25e après un long travail de réflexion. L'actual escassetat de diners em permet de dedicar-me a trobar les solucions als problemes que aniran sorgint. D'altra manera, hauria d'invertir temps en coses que no serien tan importants com els aspectes tècnics del temple. Porta la maqueta. Quelques années avant sa mort, Gaudi réalise enfin une maquette de la sacristie qu'il juge satisfaisante. Un siècle plus tard,
Elle va devenir essentielle pour permettre d'achever les travaux de la Sagrada Familia. Gaudí a conçu la coupole de la sacristie, qui sera le modèle des tours centrales, comme un ensemble de 12 paraboloïdes qui se réunissent en un point. Le paraboloïde, c'est une forme que personne auparavant n'avait utilisée dans l'architecture. Nous avons modifié 3 valeurs de la sacristie pour obtenir les tours centrales. Son diamètre, le nombre des côtés, et puis la hauteur, d'après les dimensions que Gaudí avait définies dans ses croquis. La transmission fonctionne et permet aux architectes de se lancer dans la modélisation des grandes tours. Des formes aussi étranges qu'inédites commencent alors à conquérir les écrans des ordinateurs et imposent aux maîtres d'œuvre de revoir complètement le mode de construction. Il s'agit de s'adapter au design très particulier conçu par Gaudí un siècle auparavant et d'accélérer le montage des tours. Nous sommes devant le dernier panneau de la couronne de la tour de la Vierge Marie. Tout le système est conçu afin que lorsqu'arrivent toutes les pièces, on fasse le montage directement ici. Au lieu que cela nous prenne des mois pour un seul niveau, dans le cas de la tour de la Vierge Marie, par exemple, cela ne nous prend qu'1 ou 2 jours. Nous sommes en train de finir le sommet de la tour qui sera couronné avec une grande étoile fabriquée en verre et en acier. Toute l'organisation est focalisée sur ce défi, l'un des plus importants de ces dernières années. Avant la pose de l'ultime parure, le sommet de la tour Maria est habillé de mosaïques colorées. Une technique décorative que Gaudí a utilisée abondamment pour nombre de ses créations. Mélange de céramique cassée et de morceaux de verre, le trencadís s'adapte tout particulièrement aux surfaces courbes et irrégulières. C'est au parc Güell, conçu par Gaudí au début du XXe siècle, que son emploi est le plus spectaculaire. Si le projet originel de cité-jardin n'a jamais abouti, il reste un paysage magique. Scintillant de teintes multiples, le trencadís recouvre comme une peau les structures aux formes organiques qui habitent ce parc. Cependant, pour sa basilique, Gaudí décide de l'utiliser avec parcimonie. Les couleurs des mosaïques, il les réserve pour les sommets. Aquest esclat de mosaics és la primera cosa que veuran els navegants quan s'apropin a Barcelona. Serà una benvinguda radiant. Mais au-delà de cet enthousiasme, l'homme s'assombrit, se renferme. Il ne quitte quasiment plus son atelier où il dispose d'un lit. La plupart de ses amis sont morts, dont le sculpteur Matamala. Gaudí se laisse gagner par un mysticisme qui le dévore. Le 7 juin 1926, comme tous les jours, il se rend à pied à l'église de San Felipe Neri dans le but de se confesser. Vicenç, vine demà, que farem coses maques. I records a la Carmeta.
Quelques rues plus bas, ils traversent la route. Et malheureusement, un des trams ne s'arrête pas et le renverse. Gaudi, à ce moment-là, était incroyablement ascétique. Il avait les joues creuses et ressemblait plus à un clochard qu'à autre chose. 2 taxis se sont arrêtés, l'ont regardé et ont refusé de le prendre en charge. Et puis quelqu'un l'a effectivement aidé et l'a emmené à l'hôpital. Quand il est enfin identifié quelques jours après, il est trop tard. Une hémorragie cérébrale l'a emporté. Sa disparition fut marquée par des funérailles nationales pour la Catalogne. L'ampleur de la procession atteste de sa notoriété et d'une reconnaissance finalement partagée par toutes les couches de la société. Sans difficulté, on obtint l'autorisation papale de l'inhumer dans la crypte de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia achèvera sans doute bientôt sa lente et spectaculaire croissance. Mais elle promet jusqu'au bout de mettre au défi ses bâtisseurs. Au sommet de la tour Maria, Gaudi a imaginé d'y déposer une étoile géante et lumineuse, comme pour la joindre à la voûte céleste. Le moment est venu d'accomplir son rêve. Construite par une entreprise spécialisée dans les structures métalliques hors normes, l'étoile est composée de 12 branches assemblées et pèse 5,5 tonnes. À Barcelone, on s'interroge sur la meilleure façon de la hisser au sommet de la tour. Ils ont apporté une modification pour la mise en place. Ils nous ont suggéré de mettre quelques tiges. Ils préfèrent les guider pour s'assurer que le vent ne bouge pas l'étoile. Donc, mettre les tiges temporaires pour pouvoir guider la manœuvre d'ascension. Finalement, nous sommes parvenus à un accord concernant la question du vent. Ils seraient prêts à le faire s'il ne dépasse pas 20 ou 25 km/h. Nous avons analysé le vent du mois de novembre des 5 dernières années et la moyenne s'établit entre 19 et 23 km/h. Ils ont dit que bon, qu'avec cette... Ils peuvent effectuer la manœuvre. Oui, on peut faire la manœuvre. Finalement, c'est lors d'une journée radieuse et sans vent que s'est déroulée l'opération. 3 cordistes suspendus à 138 mètres de haut ont ainsi achevé le couronnement de la tour Maria. Et elle s'est illuminée, enfin, telle que Gaudi l'avait souhaité. Dalt de tot hi haurà els focus que projectaran la llum, així com el sol projecta la llum natural que ve del cel. Durant les nits de les festes religioses, aquests focus donaran vida i sumptuositat al temple i constituiran el millor adornament de la ciutat. La Sagrada Familia prend le temps, celui des cathédrales, pour transformer la vision fantastique de son créateur en une réalisation devenue collective. En la voyant aujourd'hui, parions que Gaudi ne se sentirait ni trahi ni plagié, mais plutôt satisfait d'avoir impulsé sur plus de 100 ans une telle création.